Ces images de vidéosurveillance cachent un secret glaçant. Le 1er décembre 2018, les caméras enregistrent Grace, 22 ans, et son rendez-vous Tinder, Jesse, qui s'apprête à quitter un bar. Ils se sont rencontrés seulement quelques heures plus tôt. Pourtant, ils sont déjà sur le point de rentrer ensemble. Vu de l'extérieur, tout semble se dérouler à merveille. Tout semble si bien se passer que, peu après, ils sont aperçus se dirigeant vers un hôtel voisin avant de monter ensemble dans la chambre de Jesse. À cet instant, personne ne pouvait imaginer qu'il s'agissait de la dernière fois où Grace serait vue en vie. Le lendemain devait être le jour de son anniversaire, mais personne ne réussit à la joindre de toute la journée. Et les jours suivants? Toujours aucun signe de vie. C'était comme si elle s'était volatilisée. Ses amis et sa famille signalent rapidement sa disparition. Mais leurs recherches ne donnent rien. Pendant ce temps, les caméras de surveillance filment Jesse faisant de nombreux allers-retours dans l'hôtel. On le voit monter et descendre par l'ascenseur avec des produits de nettoyage, puis avec ce qui semble être une grande valise. Une valise dont le contenu allait bouleverser tout le pays. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que le meurtrier avait déjà prévu un autre rendez-vous, si la police n'intervenait pas rapidement pour l'arrêter. Cette jeune femme, ainsi que d'innombrables autres, risquaient de devenir les prochaines victimes de cet homme. Enquêteur, racontez-moi ce qui s'est passé samedi dernier, depuis le début. À 17h37, le 1er décembre 2018, Grace, qui vient d'achever un voyage de plusieurs semaines à sac à dos entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, quitte son auberge de jeunesse pour rejoindre Jesse. Pendant ce temps, Jesse est déjà installé dans un bar. Il boit plusieurs bières avant même que leur rendez-vous ne commence. Lorsqu'il quitte l'établissement, on peut encore voir au moins 4 bouteilles vides sur sa table. Il se retrouve dans un endroit très fréquenté. Un lieu rempli de monde où Grace se sent naturellement en sécurité pour rencontrer son rendez-vous pour la toute première fois. Mais ce sentiment de sécurité est une illusion. Jesse n'a aucune intention de tenter quoi que ce soit en public. Il attend simplement le moment où ils seront seuls. Sans se douter de rien, Grace accompagne Jesse dans un premier bar. Ils y boivent ensemble pendant plus d'1 heure. Puis, vers 19h15, ils se rendent dans un bar mexicain pour continuer la soirée. Enfin, vers 20h30, ils arrivent dans un autre établissement appelé le Bluestone Room. C'est là que Jesse décide de tenter sa chance et d'essayer de se rapprocher de Grace. À 20h54, ils échangent leur premier baiser. Peu après, Jesse se rend aux toilettes. Pendant son absence, Grace envoie ce qui sera son tout dernier message. Grace. Franchement, ça se passe incroyablement bien. On s'entend vraiment super bien. Elle est probablement heureuse de passer la soirée avec un homme qui lui plaît sincèrement. Elle ne pouvait absolument pas imaginer qu'au lieu de vivre une belle histoire, elle allait perdre la vie de l'une des façons les plus atroces qui soient. Le lendemain matin, le téléphone de Grace commence à recevoir une avalanche de messages. C'est son anniversaire. Ses amis et ses proches veulent tous lui souhaiter une bonne journée. Pourtant, pas un seul de ces messages n'obtiendra de réponse. Le premier véritable signe que quelque chose ne va pas apparaît à 8 heures du matin. Les caméras montrent Jesse entrant de nouveau dans le même ascenseur. Cette fois, il est seul. En y entrant, il jette un regard furtif vers la caméra, comme s'il voulait vérifier s'il était observé. On pourrait croire qu'il sort simplement acheter un café pour la jeune femme qui fête son anniversaire. Mais la réalité est tout autre. Durant la nuit, Jesse a étranglé Grace. À présent, il est déterminé à faire disparaître toutes les preuves de son crime. Et il doit agir vite, car il a déjà un autre rendez-vous prévu. À 8h07, Jesse est en ville pour ce qui sera sans doute la séance de shopping la plus macabre de toute cette affaire. Il se rend d'abord dans un magasin où il achète une grande valise. Une valise dans laquelle il compte dissimuler le corps de Grace. Avant de la payer, il vérifie soigneusement sa largeur et sa profondeur. Il veut s'assurer qu'elle sera assez grande pour contenir le corps de la jeune femme. 25 minutes plus tard, il entre dans un autre magasin. Cette fois, il achète plusieurs produits de nettoyage. Des produits qu'il utilisera pour effacer les traces du meurtre dans sa chambre d'hôtel. Il retourne ensuite dans sa chambre, où il reste plusieurs heures. À 10h42, il réapparaît enfin. Il monte dans un taxi et se rend chez une agence de location de voitures. Il y loue un véhicule, mais ce qu'il fait ensuite est encore plus glaçant, et cela met une pression énorme sur les enquêteurs. Ils doivent résoudre cette affaire avant qu'une autre personne ne perde la vie. Car pendant que le corps de Grace repose toujours dans la chambre, Jesse part rejoindre une autre femme rencontrée sur Tinder. Comme il possède déjà tout le matériel nécessaire pour faire disparaître un corps, les enquêteurs penseront plus tard qu'il envisageait peut-être de faire de cette jeune femme sa deuxième victime de la journée. Lorsqu'il arrive au rendez-vous, Jesse porte exactement les mêmes vêtements que la veille, peut-être même ceux qu'il portait au moment où il a tué Grace.
Nous ignorons s'il s'était montré aussi insistant avec cette femme avant leur rencontre. En revanche, ce que nous savons, c'est que les sujets qu'il aborde pendant leur rendez-vous la mettent profondément mal à l'aise. Selon son témoignage, Jesse lui parle presque immédiatement de la meilleure façon de cacher un cadavre à la police. Le rendez-vous prend rapidement fin. Et cette jeune femme ne le sait pas encore. Mais son instinct vient peut-être de lui sauver la vie. Il est difficile d'imaginer ce qu'elle a dû ressentir lorsqu'elle a découvert, quelques jours plus tard, la véritable identité de l'homme avec qui elle venait de passer la soirée. Elle comprendra alors qu'elle aurait très bien pu subir le même sort que Grace. À 20h56, les caméras montrent Jesse revenant à son hôtel avec un nouvel équipement. Il s'agit d'une shampooineuse pour moquette. Son objectif est simple, effacer toute trace du passage de Grace dans sa chambre. Dans son autre main, il transporte également 2 bouteilles de produits nettoyants. Il veut être certain d'avoir tout ce qu'il faut pour faire disparaître les preuves. Une trentaine de minutes plus tard, les caméras enregistrent le résultat de tous ses efforts. Jesse est prêt à faire disparaître le corps. Il réapparaît dans l'ascenseur avec un chariot chargé de plusieurs bagages. Parmi eux se trouve la grande valise qu'il a achetée le matin même. Elle est beaucoup trop lourde pour être portée à la main. Et pour cause, à l'intérieur se trouve le corps sans vie de Grace. Impossible pour lui de traverser la ville avec autant de bagages. C'est précisément pour cette raison qu'il a loué une voiture. Quelques minutes plus tard, les caméras le filment en train de charger tous les bagages dans le véhicule. Il est désormais prêt pour la dernière étape de son plan. Faire disparaître le corps dans un endroit où, pense-t-il, personne ne le retrouvera. Le lendemain matin, à 7 heures, Jesse achète une pelle. Il retourne ensuite à son hôtel récupérer plusieurs vêtements qu'il apporte au pressing. Une nouvelle tentative pour éliminer les dernières preuves de son crime. Mais il ne s'arrête pas là. En chemin, il s'arrête près d'une poubelle publique et y jette un grand sac. Puis il conduit la voiture de location dans une station de lavage. Il insiste particulièrement sur le nettoyage de l'arrière du véhicule. C'est là qu'il avait transporté la valise contenant le corps de Grace. Une fois le véhicule parfaitement nettoyé, il estime que son travail est terminé. Pendant les 2 jours qui suivent, la famille et les amis de Grace vivent un véritable cauchemar. Personne n'a de nouvelles d'elle. Elle ne publie plus rien sur les réseaux sociaux, et aucun de ses 2 téléphones ne répond. Le 5 décembre, sa famille signale officiellement sa disparition à la police d'Oakland. Son père, David, prend même l'avion pour se rendre en Nouvelle-Zélande. Face aux médias, il lance un appel bouleversant pour retrouver sa fille. David: Grace est portée disparue depuis plusieurs jours et toute notre famille est extrêmement inquiète pour sa sécurité. Si quelqu'un l'a vue, lui a parlé ou possède la moindre information, nous vous demandons de contacter immédiatement les enquêteurs. Avec une telle couverture médiatique, Jesse a très probablement vu cet appel. Pourtant, il ne dira rien. Pendant ce temps, les proches de Grace vivent un véritable cauchemar. Plusieurs jours passent sans le moindre signe de vie. Aucun message, aucun appel, aucune publication sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est comme si Grace s'était volatilisée. Le 5 décembre, sa famille signale officiellement sa disparition à la police d'Oakland. Son père, David, prend immédiatement un avion pour la Oakland et lance un appel bouleversant devant les caméras. Grace est portée disparue depuis plusieurs jours. Toute notre famille est extrêmement inquiète pour sa sécurité. Si quelqu'un l'a vue, lui a parlé ou possède la moindre information, nous vous supplions de contacter les enquêteurs. Pendant que cet appel est diffusé dans tout le pays, Jesse le voit très probablement à la télévision. Mais il ne dit rien. Il laisse la famille de Grace espérer qu'elle est encore en vie, alors qu'il sait parfaitement ce qui lui est arrivé. Les enquêteurs commencent alors à reconstituer les derniers déplacements de la jeune femme. Ils découvrent rapidement qu'elle avait rendez-vous avec un homme rencontré sur Tinder. En analysant des heures d'images de vidéosurveillance, ils identifient cet homme et le suivent jusqu'à son hôtel. Le 5 décembre, vers 15 heures, les policiers arrivent devant le City Life Hotel. Ils sont sur le point de retrouver le dernier homme vu avec Grace. Si cette affaire vous captive jusqu'ici, prenez 1 seconde pour vous abonner. Chaque semaine, nous revenons sur des affaires criminelles réelles, racontées en détail, du début jusqu'au verdict. Au même moment, Jesse aperçoit les policiers dans le hall. Il comprend immédiatement pourquoi ils sont là. Il tente alors de quitter discrètement les lieux, espérant passer inaperçu. Mais les enquêteurs ne le lâchent pas des yeux. Avant même qu'il puisse franchir la sortie, ils l'interpellent. À ce stade, Jesse a encore une possibilité. Dire la vérité. Reconnaître ce qu'il a fait, expliquer les circonstances et assumer les conséquences. Mais ce n'est pas le choix qu'il fait. Installé dans la salle d'interrogatoire, il décide de mentir. Ce qu'il ignore, c'est que les enquêteurs ont déjà reconstitué presque tous ses déplacements grâce aux caméras de surveillance.
Ils savent où il est allé, ce qu'il a acheté et ce qu'il a fait après la disparition de Grace. Au début de l'interrogatoire, Jesse raconte simplement comment il a rencontré la jeune femme. Il explique qu'ils avaient échangé sur Tinder avant de fixer un rendez-vous. Puis il décrit leur soirée, comme si tout s'était déroulé normalement. Mais très vite, les enquêteurs remarquent des incohérences. Jesse affirme que c'est lui qui avait choisi le lieu du premier rendez-vous parce qu'il voulait être certain que Grace était bien la personne de ses photos. Selon lui, rencontrer quelqu'un dans un endroit public était une façon de se sentir en sécurité. Quelques minutes plus tard, les policiers confrontent Jesse aux images de vidéosurveillance. Son récit ne correspond plus. Il lui montre qu'il a emprunté un itinéraire complètement différent de celui qu'il vient de décrire. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il hésite. Puis il répond simplement qu'il emprunte souvent ce chemin parce qu'il s'y sent plus en sécurité. Cette explication ne convainc personne. Les enquêteurs sentent que Jesse cache quelque chose. Ils continuent donc à le questionner de plus en plus précisément. Sous la pression, son assurance commence à disparaître. L'un des enquêteurs finit par lui dire qu'à cet instant, Grace est peut-être encore en vie, ou peut-être déjà morte. Et si c'est le cas, il est possible que Jesse en soit responsable. À ces mots, son calme commence à se fissurer. Pour la première fois, il comprend que les enquêteurs se rapprochent dangereusement de la vérité. À ce moment-là, Jesse n'est pas encore officiellement arrêté. Mais les enquêteurs sont désormais convaincus qu'il est directement impliqué dans la disparition de Grace. Et plus ils poursuivent leurs investigations, plus les preuves s'accumulent contre lui. Les images de vidéosurveillance ne sont qu'une partie du dossier. Les policiers découvrent également que la valise, les produits de nettoyage et même la nuit supplémentaire réservée à l'hôtel ont tous été payés avec la carte bancaire de Grace. Selon les enquêteurs, il est même possible que Jesse ait utilisé cette même carte pour payer son deuxième rendez-vous. Cette nuit supplémentaire lui a surtout laissé le temps de nettoyer la chambre. Mais malgré tous ses efforts, il lui était impossible de faire disparaître toutes les traces. Lorsque la police fouille sa chambre d'hôtel, des traces du sang de Grace sont retrouvées. À cela s'ajoutent les paiements effectués avec sa carte bancaire, les témoignages recueillis, les données de localisation des téléphones portables, ainsi que les nombreuses images de vidéosurveillance retraçant chacun de ses déplacements. Face à cette montagne de preuves, Jesse n'a pratiquement plus aucune échappatoire. Le 7 décembre 2018, lors d'un second interrogatoire, il finit par passer aux aveux. Mais sa version des faits va rapidement devenir l'une des défenses les plus controversées de l'histoire judiciaire récente. Selon Jesse, après leur retour à l'hôtel, Grace aurait proposé d'elle-même une pratique sexuelle inspirée du film 50 nuances de Grey. Il affirme que tout était entièrement consenti. Puis il raconte qu'il se serait réveillé plus tard et aurait découvert Grace inanimée. Pris de panique, il dit avoir perdu tout contrôle. C'est alors qu'il décrit, étape par étape, tout ce qu'il a fait après sa mort. L'achat de la valise, les produits de nettoyage, la location de la voiture, l'enterrement du corps dans une zone boisée, et la destruction des vêtements ainsi que de plusieurs objets pouvant servir de preuve. Malgré ses aveux, Jesse continue de nier avoir eu l'intention de tuer Grace. Il soutient qu'il s'agissait d'un accident. Cette version des faits sera rapidement surnommée par les médias la défense 50 nuances de Grey. L'argument avancé est le suivant. Si deux adultes consentent à certaines pratiques sexuelles comportant des risques, un décès pourrait être considéré comme un accident plutôt qu'un meurtre. Mais les procureurs rejettent immédiatement cette théorie. Car même en mettant de côté les circonstances exactes de la mort de Grace, le comportement de Jesse après les faits raconte une toute autre histoire. Les enquêteurs découvrent qu'avant même leur rendez-vous, Jesse avait effectué des recherches sur Internet concernant des endroits où dissimuler un corps. Ils retrouvent également des photographies de Grace prises après sa mort, avant et après que son corps ait été placé dans la valise. Le 9 décembre 2018, les policiers retrouvent finalement son corps enterré dans les Waitakere Range à l'extérieur d'Oakland. L'autopsie confirme que Grace est morte par strangulation. Les médecins constatent aussi de nombreuses ecchymoses sur ses bras et sa poitrine, compatibles avec une immobilisation par la force. En New Zealand, la loi ne distingue pas différents degrés de meurtre. La question essentielle est simple. Jesse a-t-il volontairement causé la mort de Grace? Malgré sa défense, le jury estime que les preuves sont accablantes. Le 21 février 2020, Jesse est reconnu coupable du meurtre de Grace Millane. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période minimale de 17 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Après son procès, deux autres femmes se manifestent. Elles affirment avoir elles aussi été agressées par Jesse après l'avoir rencontré sur Tinder. Il sera également reconnu coupable de ces faits, alourdissant encore davantage sa peine.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez nos analyses d'affaires criminelles réelles, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime et à partager votre avis en commentaire. Selon vous, quel a été l'élément de preuve le plus accablant contre Jesse? C'est la fin de cette affaire. Au fil de l'enquête, les images de vidéosurveillance, les relevés bancaires, les preuves médico-légales et les aveux de Jesse ont permis aux enquêteurs de reconstituer presque chaque étape du crime. Pour la famille de Grace, aucune condamnation ne pourra effacer cette perte. Mais le verdict a permis que justice soit rendue. Aujourd'hui, l'affaire de Grace Millane reste l'un des crimes les plus marquants de l'histoire récente de la New Zealand. Elle a aussi relancé un débat international sur la sécurité des rencontres en ligne et sur les limites du consentement dans les affaires criminelles. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si ce type d'affaires vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres histoires criminelles réelles racontées avec des images d'archives, des documents d'enquête et les faits établis par la justice. Et dites-nous en commentaire, à quel moment avez-vous compris que Jesse mentait aux enquêteurs? À très bientôt pour une nouvelle affaire.